I got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. Bonjour, moi et mes 3 camarades, nous allons vous présenter notre projet d'ABP. Donc on a travaillé sur l'hydraulique en charge et plus particulièrement les paires de charges singulières. Donc je vous présente Widad, Benjamin et Saskia. Alors, je vous explique rapidement, en résumé, qu'est-ce que sont les paires de charges avant de parler des paires de charges singulières. Donc, quand on considère qu'un fluide est réel, nous on va utiliser de l'eau, donc un fluide réel, et qu'il n'est pas parfait, on dit que quand il s'écoule dans une canalisation, il y a une paire de charges, on peut exprimer ça par exemple en différence de pression. Donc là, on a des paires de charges linéaires dans ce type de canalisation, et dans ce type-là, des paires de charges singulières. C'est ce que nous allons étudier. Nous avons une théorie sur ces paires de charges singulières qui nous donne la différence de pression lors d'un passage dans une singularité. Donc pour ce qui est du montage expérimental, donc, qui va nous permettre de calculer ces paires de charges singulières, on a réalisé le montage suivant, donc, qui est constitué de 2 parties, une partie réseau d'eau et une partie alimentation en eau. Donc le but était d'envoyer de l'eau dans le circuit à un débit constant, et donc on a utilisé un château d'eau qui en fait, grâce à cet orifice qui évacue l'eau, permet de garder une hauteur constante et donc un débit constant. Et on alimente ce château d'eau grâce à une pompe qui envoie de l'eau, et on règle en fait la hauteur grâce à cette vanne. Et en fait, il nous faut un débit minimum, ce qui nous permettrait en fait d'éviter les fuites d'air et les fuites. Alors, moi je vais vous parler de la partie réseau. Donc on avait différents tuyaux souples. On a étudié des gros diamètres et des petits diamètres parce qu'en fait, c'était imposé par cette singularité qu'on a dessinée ici, qui est un rétrécissement brusque. Donc pour mesurer, comme je vous l'ai dit, pour vérifier la formule que j'ai expliquée tout à l'heure, pour mesurer les paires de charges, on a utilisé un dispositif qui utilise un T avant la singularité, un T après la singularité. Donc là, c'est un petit peu mieux expliqué. On a des hauteurs différentes et en mesurant ces hauteurs, on a la variation de pression. Donc ça, c'est pour la partie mesure de pression. Ensuite, je vous laisse... voilà. En même temps qu'on mesure la pression, en fait, on mesure aussi le débit. Et on fait ça avec, avec un seau où on déverse l'eau pendant 10 secondes, et puis on mesure en fait, la masse de cette eau, ce qui nous permet d'avoir le débit. Et en fait, dans notre projet, on a choisi d'étudier 4 singularités qui sont le rétrécissement, un rétrécissement, 2 coups d'arrondi, un à 90 degrés, un à 120 degrés et une vanne. Donc en fait, on a mesuré les paires de charges dans ces singularités. Il faut savoir qu'on a toujours utilisé les paires de charges une à une pour éviter les fuites. Donc on va maintenant vous présenter les résultats théoriques et expérimentaux. Pour les valeurs expérimentales, donc pour mesurer le delta H de la perte de charge singulière, on a mesuré donc, la différence de hauteur en amont et en aval. Donc pour le coude à 90, on trouve 21 cm, pour le coude à 120 degrés, 16 cm, et pour le rétrécissement, 22 cm. Ensuite, on a mesuré expérimentalement aussi le débit massique, donc qui correspond au poids de l'eau sur le temps mesuré pendant lequel on récupérait ce poids. Ensuite, on en déduit donc le débit en divisant par rho volumique. La valeur de la vitesse est donnée par le débit sur la section. Donc ici, la section est de pi d carré sur 4. Et la valeur de la perte de charge est donnée par 1 demi de u carré k sur g, où k représente le coefficient de perte de charge qu'on va mesurer grâce aux éléments géométriques de nos singularités. Donc on a donc maintenant l'expression de la perte de charge en fonction du coefficient de perte de charge, et c'est celui-là qu'on va chercher à déterminer à partir des données géométriques de nos singularités. Donc dans le cas du coude, en fait, ça va dépendre de cet angle alpha, et l'expression le coefficient de perte de charge va être donc donné par cette formule-là. Et donc dans notre cas, du coude à 90 degrés, on trouve donc la coefficient de perte de charge de 1,5 et une perte de charge théorique donc de 10 cm. Dans le cas du coude à 120 degrés, en fait, le coude à 120 degrés, c'est pas le bon angle. En fait, l'angle vaut donc 60 degrés. Donc le coefficient de perte de charge vaut 0,875 et
la perte de charge théorique 6,2 cm. Dans le cas du rétrécissement, le coefficient de perte de charge va dépendre du rapport entre la section extérieure et la section intérieure de la partie après rétrécissement. Et ce qui nous donne le coefficient de perte de charge. On va comparer les valeurs expérimentales et théoriques. Donc on s'aperçoit que pour le coude à 90, on avait 21 en expérimental et 10 en théorique. Pour le coude à 116 cm pour 6,2 cm. Et le rétrécissement, où la différence est la plus grande, 22 cm pour 2,6 cm. Donc ces différences peuvent s'expliquer pour les valeurs expérimentales par les erreurs de mesure, les erreurs de hauteur d'eau lorsqu'on a mesuré en amont et en aval. Projet d'hydraulique à surface libre. Nous sommes 4 à avoir travaillé sur ce sujet, Rita, Laurie, Nicolas et moi-même. Le but de notre projet était de retrouver la formule de Manning-Strickler pour un écoulement à pente constante. On va donc étudier l'écoulement d'eau dans un canal à surface libre dont on a fixé la pente et on a calculé les différentes valeurs pour les coefficients de Manning-Strickler. Ce dernier doit être constant pour une rugosité donnée et pour une pente qu'on a fixée dès le début. On comparera alors les valeurs expérimentales aux valeurs théoriques trouvées dans les abacs. Je vais vous présenter le schéma du dispositif expérimental. On commence par placer une pompe dans une cuve remplie d'eau. On relie la pompe par un tuyau souple à la vanne que l'on place à l'entrée du canal. Cette vanne nous permettra d'obtenir différents débits pour notre écoulement. Ensuite, on fait bien attention de placer la cuve à la sortie du canal pour récupérer l'eau. L'élévateur nous a servi à fixer la pente du canal. Nous aurons aussi besoin pour nos expériences d'un mètre pour mesurer la hauteur d'eau, d'une balance et d'un chronomètre afin de mesurer le débit massif. Je vais maintenant passer la parole à Laurie qui va vous parler plus en détail du protocole expérimental. Donc pour notre expérience, on a commencé par mesurer la hauteur du canal à peu près au milieu du canal pour obtenir la pente. Puis ensuite on va faire des mesures, donc on va d'abord commencer par le canal lisse. Donc sans revêtement, on va faire deux mesures, donc une avec un fort débit, donc avec la vanne entièrement ouverte, et une avec un débit un peu plus faible, donc avec la vanne à moitié fermée. Donc pour chaque expérience, on va mesurer la hauteur d'eau à peu près au milieu du canal et le débit massique. Donc pour mesurer le débit massique, on va prendre un bidon vide qu'on va mettre à la sortie du canal pendant environ 10 secondes. Et puis on va peser le bidon, donc ce qui va nous permettre d'obtenir le débit massique, que l'on va convertir en débit volumique, puisque c'est ce qu'on cherche pour la formule de Manning-Strickler. Donc ensuite on va réaliser deux expériences pour chacun des revêtements, donc les 3 autres revêtements qu'on a, ce qui va nous donner 8 expériences. Et on va réunir les résultats, donc la hauteur d'eau et le débit massique dans un tableau, afin d'obtenir le débit volumique, le rayon hydraulique et la surface mouillée qui vont nous servir à calculer le coefficient de Manning-Strickler. Je vais maintenant laisser la parole à Rita qui va nous parler de l'analyse des résultats. Pour obtenir la valeur du coefficient de Manning expérimental, on a d'abord fixé la pente qu'on a calculée grâce à la formule dH sur dx. Et ensuite, on a effectué une série de mesures, de 2 mesures pour chaque rugosité. Donc pour chaque rugosité, en fait, on a fait 2 mesures pour 2 débits différents et on est supposé trouver des valeurs de N expérimentales qui sont à peu près équivalentes. On a commencé d'abord par le canal lisse et on a trouvé, grâce à la formule de Manning-Strickler qu'on a inversée, un coefficient de Manning expérimental qui est de 0,009. On a cherché par la suite sur les abacs qui sont disponibles sur Moodle et on a trouvé que en fait, le canal lisse correspondait à une surface de briques émaillées. On a refait les mêmes calculs pour la moquette lisse, dont le coefficient expérimental est de 0,012. Et on a vu en fait, grâce aux abacs, qu'elle correspondait à des briques dans du mortier. On a calculé par la suite le coefficient pour la moquette rugueuse qui était de 0,017 et il correspondait à peu près à un fond en béton. Et le dernier pour la surface cloutée qui était de 0,033 qui correspondait à du fond en gravier avec des cailloux. Voilà. Donc
Avec ces mesures expérimentales, en fait, on a tracé des courbes grâce à MATLAB pour comparer justement les N expérimentaux et les N théoriques, et on a obtenu une erreur de l'ordre de 10-3 et qui ne dépasse pas 0,005. Donc on peut dire que les expériences qu'on a menées nous ont permis de trouver des coefficients de Manning cohérents avec la théorie. Je vais maintenant évoquer les problèmes que nous avons rencontrés lors de cette APP. D'abord, lors de la détermination du coefficient de Manning-Strickler, nous n'avons effectué nos mesures qu'avec 2 débits, car lorsque nous fermions trop la vanne, la pression dans les tuyaux devenait trop importante et la connexion entre la vanne et les tuyaux lâchait. Ensuite, les revêtements que nous avons utilisés pour faire varier la rugosité du canal étaient trop courts, ce qui avait pour effet de les faire bouger dès que de l'eau s'écoulait dans le canal, et cela avait pour conséquence de faire trop varier la hauteur d'eau dans le canal. Enfin, lors de la mesure du débit, nous avions un problème étant donné qu'il fallait être deux, un qui chronomètre et l'autre qui tient le bidon, et cela demandait un grand effort de coordination pour effectuer une mesure la plus précise possible du débit Q. En conclusion, cette APP nous a permis de travailler en groupe et surtout de nous rendre compte des problèmes que nous pouvons rencontrer lors de manipulations pratiques dans le domaine de l'hydraulique. Nous vous remercions de votre attention tout au long de cette vidéo et de l'aide qui a été apportée lors de nos expériences. When I'm gone.